Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous présenter maintenant, on vient à notre soirée. Donc, le thème est la perspective sur la situation actuelle et anticipation de futures crises. Donc, aujourd'hui, nous avons la situation actuelle avec le COVID-19 qui a impacté la plupart des business models et bien sûr les sociétés où on a eu beaucoup de licenciements qui ont dû fermer, est caractérisé comme un environnement opérationnel dégradé. Et monsieur Grégoire Chamba va nous parler en fait de ces environnements et nous donner et nous expliquer si elles pourraient être, quels pourraient être leurs déclencheurs et quels pourraient être leurs potentiels effets et pourquoi on est si vulnérable. Et vous donner plein d'exemples, j'espère, et quelle implication pratique on aura pour les chefs de projet. Monsieur Grégoire Chamba donc, est rédacteur adjoint à la Revue militaire suisse. Il est de formation, il est diplômé en géographie et spécialiste de durabilité. Il est également formé à la prospective stratégique, la PNL et la facilitation de groupes en intelligence collective. Donc, il est également, je ne sais pas si je l'ai dit, mais rédacteur adjoint à la Revue militaire suisse. Et pour, last but not least, il est officier d'état-major, donc grade de capitaine, dans un bataillon du génie civil. Grégoire, je vous donne la main et merci. Merci Danny pour cette introduction. Merci à la SMP pour son invitation ainsi que son accueil pour un thème d'actualité qui, par un tour de passe-passe, devait faire l'objet d'un atelier lors du congrès en avril dernier, si je me rappelle bien, je crois le 15 ou le 16 avril, je ne sais plus. 16 avril. Et qui en fait a été devancé par les événements. Cette thématique d'environnement opérationnel dégradé, l'anticipation de futures crises, elle est cruciale et elle nous interroge, elle vient nous impacter de manière où on n'avait pas forcément anticipé, ou qu'on peut être surpris, où ça vient faire éclater ce qu'on appelle les modèles mentaux, donc c'est les représentations du monde. Et dans ce cadre-là, avec cette intervention, ce que je souhaite, dans mon but, c'est-à-dire en une quarantaine de minutes, c'est vous introduire en partant de la situation du Covid sur qu'est-ce que ça veut dire un environnement opérationnel dégradé, qu'est-ce que ça implique opérationnellement et dans quelle mesure ceci pourrait se reproduire et qu'est-ce que pour un chef de projet, cela, en particulier pour la gestion, ça peut impliquer. Je l'ai évoqué. Alors, c'est ça. J'ai cru que je devais me présenter moi-même, mais si je peux rajouter une chose, je suis également membre d'un centre d'histoire et de prospective militaire et un autre centre sur la question de la sécurité et du climat. Et l'élément le plus important pour nous, maintenant, ce serait cette notion d'environnement opérationnel dégradé. Elle a aussi des implications sécuritaires qui font l'objet d'une formation qui est actuellement donnée au Centre d'histoire et de prospective militaire. C'est quelques liens avec l'objet de notre discussion aujourd'hui, parce qu'une partie de ce qui vous être évoqué a été développée durant cette formation. Une formation qui devrait aussi se poursuivre l'année prochaine sur des thématiques de réflexion et d'anticipation opérationnelle. On va partir directement avec les circonstances du Covid-19 et je souhaite, dans la mesure du possible, amener une forme d'interactivité dans cette présentation. Je sais que c'est difficile à cause de ce format à distance. Et en partant directement du Covid, on va tester cette capacité à mettre de l'interactivité de manière mesurée et intelligente. Et avec la question suivante, c'est pour vous, quelles ont été les circonstances ou les conséquences opérationnelles du Covid? Alors, bien sûr, je peux vous en donner quelques-unes et j'invite ceux qui le souhaitent à donner leur point de vue. En quoi est-ce que ça les a impactés, le Covid? Pas forcément on ne parle pas au niveau
un échelon psychologique ou politique, mais concrètement, pour la gestion de projet, en quoi est-ce que ça vous a impacté? Je vous invite donc à entrer vos réponses dans le chat. On a donc une nécessité d'avoir une plus grande planification, une plus grande recul sur les séances. On a un élément de ce type-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose d'autre? Donc, de l'incertitude, de la perte de contrôle ou de l'impression de contrôle, des délais de livraison à gérer. Alors, en positif, des échanges de meilleure qualité avec un meilleur time boxing. Au niveau sanitaire, on l'a tous expérimenté, où on a pu s'en rendre compte. On a eu des ruptures de chaîne d'approvisionnement ou que ce soit des ruptures physiques dans la capacité de celles-ci à fournir leurs prestations, ou des ruptures de confiance entre acteurs, ou des ruptures de conditions dans lesquelles le commerce s'effectue avec des actes de piratie ou de larcin entre États. Ces environnements ont amené beaucoup plus d'incertitudes, comme ça a été suggéré. On a eu, par chance, pas de rupture outre que dans le domaine sanitaire des chaînes d'approvisionnement. On a aussi permis de constater certaines vulnérabilités sociétales, notamment du fait de chaînes d'approvisionnement qui sont très longues. On a pu constater aussi la nécessité de posséder sur le territoire un certain nombre d'infrastructures critiques ou de production critiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans notre économie mondialisée. Je vous prie de m'excuser, c'est le rhume des foins cette fois-ci. Ces conditions-là sont, d'une certaine mesure, ont été très difficiles à gérer. En même temps, pour l'économie suisse, on a une grande capacité d'adaptation et qui pose un certain nombre de questions sur comment est-ce que ces circonstances pourraient se reproduire à l'avenir, respectivement, quels sont les éléments qui pourraient amener à reproduire des circonstances similaires. Alors, il faut ici préciser tout de suite que le contexte pandémique parmi les risques sociétaux est un contexte très particulier, dans le sens où c'est aussi celui c'est un des plus singuliers au sens où, étant donné le risque de se fréquenter en tant qu'humain, on a une réduction considérable des contacts et dans la situation du Covid, on a conservé un grand nombre d'autres fonctions qui n'ont pas été impactées. On pense notamment aux fonctions dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire qui, malgré quelques effets de panique, ont tenu le coup jusqu'à présent. Et on va étudier dans quelle mesure est-ce que celle-ci pourrait se reproduire à l'avenir. Mais maintenant, très rapidement, concrètement, les difficultés qu'ont posées la situation du Covid-19 peuvent être assimilées à ce qu'on appelle, en langage à la fois de business continuity, mais aussi surtout dans l'environnement militaire, d'environnement opérationnel dégradé. Alors, un environnement opérationnel dégradé, il faut poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un environnement opérationnel, puis après, qu'est-ce que c'est qu'un environnement opérationnel dégradé. Alors, un environnement opérationnel, on peut le définir comme un environnement, que ce soit en fait tangible ou intangible, qui affecte directement et indirectement la capacité opérationnelle d'une entité. Donc, ces capacités opérationnelles, c'est les capacités d'une entreprise, d'un gouvernement, ça peut être aussi d'une famille, à pouvoir effectuer les actions dont on a besoin pour atteindre ses buts. Et lorsqu'on a un environnement opérationnel qui se dégrade, eh bien, les conditions de cet environnement opérationnel sont affectées de manière à qu'il est plus difficile d'atteindre les buts de l'entité. Alors, comment caractériser cet environnement opérationnel? Alors là, je vais vous donner des éléments qui sont plus issus de la réflexion
opérationnels au sens militaire, mais qui sont en grande partie transposables dans le civil. Et donc, je prie les spécialistes du business continuity management qui sont aujourd'hui présents de souscrire à une vision différente de ce qui aurait été enseigné pendant ces dernières années. Non pas qu'elle est meilleure, mais qu'elle apporte un éclairage alternatif qui permet de mettre en lumière un certain nombre d'éléments que la vision traditionnelle du business continuity management ne fait pas. On peut considérer que l'environnement opérationnel il est constitué de plusieurs éléments, parmi lesquels les ressources, les moyens à disposition de l'entité, les acteurs avec qui chacun vient interagir. On a aussi les lieux. Là, on a clairement, dans le cas de la pandémie, on a une dégradation de la capacité d'accéder à des lieux, ce qui n'est pas neutre. Et tous ces éléments-là sont liés ensemble. Ils sont liés ensemble à travers des flux d'informations, des flux et des liens sociaux, des liens de commerce. Et ces ressources, ces moyens, ces acteurs et ces lieux interagissent ensemble et produisent à la fois des biens, des services et des fonctionnalités. Dans le cas, par exemple, du Covid, eh bien, les biens n'ont pas été affectés, mais les services, au sens de pouvoir l'accès à ceux-ci, que ce soit à travers la fermeture des bureaux, les files d'attente pour entrer dans les commerces, ont été particulièrement dégradées. Les fonctionnalités ont été en partie dégradées, mais pour une partie pas, ce qui a montré le potentiel d'adaptation important du numérique. L'ensemble de ces ressources, moyens, acteurs et lieux sont même encadrés par plusieurs éléments tels que des règles, des agents, c'est-à-dire des types d'acteurs qui vont agir de manière à influencer l'ensemble du système. On a des croyances qui régulent l'ensemble. On a bien vu la croyance, en tout cas l'anticipation d'une pénurie a provoqué des comportements anticipatoires qui ont fait accru celle-ci. Par exemple, pour le cas du papier toilette, ça s'est bien manifesté. Pour des produits de nettoyage tels que l'eau de Javel ou encore les gants, on a ces éléments-là qui ont bien encadré l'ensemble. Et enfin, on a tous bien sûr des sentiments qui affectent la manière dont on perçoit cet environnement opérationnel. Donc, s'il existe de manière plus ou moins objective, il n'est pas indépendant de la manière dont on perçoit. C'est ça qu'il faut retenir à ce niveau-là. Après, l'élément peut-être le plus important pour comprendre cet environnement opérationnel, c'est qu'au niveau de l'entité, de l'entreprise, du gouvernement, de la famille, etc., eh bien, celui-ci affecte les capacités suivantes. On a tout d'abord tout ce qui est capacité de communication. Donc, dans notre cas, avec le Covid-19, c'est la capacité à communiquer face à face avec la spontanéité qu'elle donne qui a été particulièrement affectée. La capacité de conduite, alors quelqu'un mentionnait à la fois un meilleur timeboxing ou bien des délais plus longs, nécessité plus de planifier. Là, on a la capacité de conduite de l'action qui ont été particulièrement affectées. Les capacités de production, ce qui a été moins le cas dans le cadre de la pandémie actuelle, et les capacités de transport, ce qui a aussi été peu touché. Mais même si on a tendance à aller vers la dématérialisation, il ne faut absolument pas oublier que l'ensemble de notre économie est basée sur la production de biens qui sont, eux, par contre, réels et qui nécessitent des réseaux de transport considérables et que toute dématérialisation qui soit, celle-ci nécessite des réseaux qui sont extrêmement complexes. Donc, tout ce qui aujourd'hui nous permet de fonctionner à distance sans avoir besoin de se déplacer, en tout cas pour ceux qui le sont encore dans ce mode-là, nécessite des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes pour pouvoir produire l'informatique, les serveurs, les réseaux, les softwares qui font fonctionner l'ensemble de manière cohérente. Et on a tendance des fois à l'oublier. Donc, pour venir, un autre élément aussi de la capacité opérationnelle, l'environnement opérationnel, c'est que ça affecte la capacité à durer. La capacité à durer, elle peut être définie comme la capacité à pouvoir opérer en étant dans des conditions dégradées dans le moyen long terme. Et là, on a très bien vu que dans le cas des hôpitaux, en particulier dans les pays en dehors de la Suisse, en dehors de l'Europe, que ceux-ci ont été particulièrement débordés, que leur capacité à durer a été
a été dépassée par les événements, c'est-à-dire on a une capacité à durer en termes de produits ou bien en termes d'épuisement du personnel. Et ça, tout ça, ça repose sur un dimensionnement des organisations pour faire face aux événements ordinaires qui tendent à être dépassés lors des événements extraordinaires. Donc, un environnement opérationnel dégradé, c'est un environnement opérationnel dans lequel les fonctionnalités, les biens, les services, les informations, les contacts sociaux, les acteurs, l'accès à des lieux, etc., est dégradé. C'est là où ce qui est intéressant à comprendre dans cette notion-là d'environnement dégradé, c'est que tout est relatif. La dégradation de l'environnement opérationnel s'effectue toujours par rapport à une norme, ce qui peut-être et une norme peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire que là où aujourd'hui il commence à devenir normal de ne plus serrer la main, enfin, c'est plus seulement de l'extraordinaire, mais ça pourrait devenir du structurel, du permanent, eh bien, toute une question de circonstances et de durée de ces circonstances et d'impact ou comment dire, d'importance de ces circonstances, au sens où nous, on a l'impression d'avoir vécu dans un environnement opérationnel dégradé, même si ce vocabulaire est peut-être nouveau pour vous. Mais prenons le cas du Venezuela qui vit dans une pauvreté croissante et une déstructuration économique considérable depuis plusieurs années. Ceux-ci n'ont pas du tout eu la même expérience, étant donné la dégradation déjà considérable de leurs conditions de vie et en plus leur exposition l'année dernière, pour le cas du Venezuela, à plusieurs blackouts criminels probablement d'origine étatique qui ont privé le pays d'une partie de son électricité pendant plusieurs jours, avec des conséquences très concrètes pour une partie des patients des hôpitaux qui sont décédés du fait de l'arrêt des machines électriques dont ils dépendaient. Tout ça pour évoquer que finalement qu'un environnement personnel dégradé, il va dégrader encore une fois tout ce qui est capacité de communication. Ici, il y a eu finalement adaptation. On peut dire qu'elles ont plutôt été mutées, mais qu'une forme des capacités de communication ont été dégradées. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de communiquer par Internet, par téléphone ou en face à face. Ces capacités de conduite pour une partie des entreprises, en particulier celles qui ont été contraintes à fermer, ont été particulièrement affectées. Production, transport et bien sûr durée. Maintenant, quelques éléments que j'aimerais évoquer avec vous pour pouvoir caractériser ces dégradations. C'est que toutes les dégradations ne se valent pas et je pense que c'est important pour pouvoir bien saisir qu'on a des dégradations qui sont lentes et peut-être qui sont rapides. Et, dans notre cas, là, on a vécu quelque chose qui nous a semblé très rapide et on a des dégradations qui sont beaucoup plus lentes sur lesquelles peut-être vous n'avez pas encore mis de mots, en tout cas de cette manière-là, qui sont en fait des réelles dégradations. On pense notamment à la dégradation de la confiance dans la capacité du système de retraite à fournir des retraites à niveau équivalent par rapport à ce avec quoi vous avez grandi, en tout cas vous avez vu vos parents avoir. On a des dégradations aussi par rapport à la confiance dans la capacité du marché à pouvoir répondre à des problèmes sociétaux plus complexes. On voit une dégradation aussi, elles peuvent être symboliques, de la confiance dans le politique. On va avoir des dégradations opérationnelles très insidieuses qui sont normalisées, comme le fait de devoir consacrer des budgets croissants dans les moyennes à grandes entreprises pour la cybersécurité, qui sont acceptés comme étant de la norme, alors que si on repart dans les années 90, la question de la sécurité informatique était un non-sens. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'anticiper, de percevoir ces dégradations sous deux manières. Alors, prendre leur intensité en axe vertical et dans le temps, et que si on essaie de réfléchir à un scénario dans lequel on maintient un environnement opérationnel plus ou moins stable et qui, comme dans notre cas, subit une chute après une pandémie, eh bien, en fait, on a une norme avant et on a une nouvelle norme après qui se met en place. Peut-être que celle-ci va finir par se résorber, on va revenir à la norme antérieure. Par contre, comme dans le cas du Venezuela, on n'est pas non plus totalement immun au fait d'être face à une détérioration continue qui pourrait affecter nos capacités opérationnelles de manière
de la même façon que la répétition d'années de sécheresse affecte à la fois les stocks de grains dans l'industrie agroalimentaire comme la capacité, la productivité des champs. Et ça, c'est deux éléments qui sont importants de prendre en compte. Nous, généralement, pour des raisons médiatiques et cognitives, on se focalise principalement sur les chocs, mais les détériorations continues peuvent être aussi très importantes en termes d'impact. Et d'autant plus que généralement, elles ne sont pas reconnues en tant que telles. Dans les deux cas, on a une dégradation de la norme. Donc, la question, c'est quelles sont ces dégradations, qu'elles soient des chocs ou des détériorations, lesquelles sont anticipables et quel serait le rôle donc, du chef de projet là-dedans. Ici, je vous propose encore une nouvelle fois votre participation et vous invite à vous questionner quelles seraient les dégradations qui pour vous sont anticipables, que ce soit des chocs ou des détériorations. Il y a un élément ici qui est la tendance est-elle forcément vers la dégradation, ne peut pas y avoir de rebond après un choc. Merci de la garder pour la séance des questions à la fin. C'est très intéressant. Ce n'est pas directement là où c'est la question. Donc, on a un changement de positionnement des USA au sein de l'ONU qui, on peut inférer, amène plus d'incertitudes et de complications par rapport à la confiance qui pouvait préexister auparavant. Les taux de change, une participation au projet qui n'est plus disponible, une tendance au nivellement par le bas, la pénurie de pétrole, isolation internationale, dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. J'aurais tendance plutôt à dire que dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, c'est une vulnérabilité, ce n'est pas une dégradation. C'est bon, ok. Ok, très bien. Problème d'approvisionnement. Entendu. Alors, merci pour les réponses données jusqu'à maintenant. Il y a effectivement ces éléments-là et on pourrait évoquer une nouvelle pandémie aussi, c'est tout à fait possible. Il y a la dégradation d'une certaine manière des conditions sanitaires qui est anticipée à cause de l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance croissante des antibiotiques, des bactéries et virus aux antibiotiques, qui pose un vrai problème. Et moi, ce que j'aimerais vous amener, c'est-à-dire un peu plus de perspective par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire au-delà, par exemple, d'un crash financier qui est tout à fait anticipable pour la plupart d'entre nous, c'est de regarder avec l'échelle prospective les potentielles dégradations structurelles qui pourraient se produire. Alors, tout d'abord, ça a été évoqué, on a la question de l'épuisement pétrolier, qui est un grand impensé et qui est extrêmement surprenant. Je ne vais pas venir, on peut en aborder dans les questions, mais c'est un enjeu qui est sous-abordé par rapport à sa nécessité d'être abordé. Si le climat est abordé, si on pourrait dire à une échelle de 5 sur 7 par rapport à sa nécessité, le pétrole est à 1 sur 7. C'est un impensé prospectif. On a la thématique des rendements décroissants, qui n'est peut-être pas tout à fait bien connue, mais qui est la tendance sociétale extrêmement lourde depuis ceci peut tracer quasiment à l'émergence de la société industrielle, à que chaque innovation produit en proportion moins de gains que les innovations précédentes. Donc, ça coûte de plus en plus cher pour innover, pour amener des solutions qui sont de plus en plus complexes. On peut, par exemple, on peut prendre l'exemple de la pénicilline, dont le développement coûte à peu près 500 000 $ d'aujourd'hui, alors qu'on a développé par une équipe de 4 personnes sur 2 ans, mais pas à plein temps, en comparaison du développement aujourd'hui de thérapie complexes pour un groupe restreint d'individus dans lequel on consacre des millions de dollars, et pas avec des équipes d'une dizaine ou une vingtaine de personnes. On a le bouleversement climatique qui est généralement pas assez bien apprécié dans les organisations dans les conséquences opérationnelles. Il y a des conséquences directes et indirectes. On peut venir aussi là-dessus dans les questions.
Limite ressourcielle, et ça c'est la question de… Derrière la question de limite ressourcielle, c'est qu'on a un épuisement et puis il y a une limite à la substitution qu'on peut avoir dans les métaux. Alors tout ça, ça peut paraître loin de la gestion de projet, mais quand on sait que ces métaux-là sont capitaux pour pouvoir permettre l'économie de l'information qu'on a aujourd'hui à cette économie de fonctionner, eh bien, on a des implications considérables qui appellent à repenser, voire peut-être à imaginer peut-être de revenir en partie au papier-crayon d'ici une trentaine d'années. Alors, c'est un scénario possible, on n'est pas dans l'échelle de la certitude, mais c'est quelque chose de structurant. On ne sait pas comment il y aura des capacités ou non de faire face à ça. La destruction de la biodiversité aussi est un élément crucial qui va affecter énormément l'environnement opérationnel par plusieurs facteurs que je vais synthétiser plus tard aussi. Les vulnérabilités structurelles, là, il y avait quelqu'un qui évoquait la dépendance à un seul fournisseur, mais on a des sociétés qui sont de plus en plus connectées et interdépendantes et qui, du coup, sont de plus en plus susceptibles d'être perturbées par des acteurs, des événements, etc. Et on a d'autres disruptions prolongées, on a aussi évoqué cette crise économique. Tout ça, ça converge vers des dégradations de type environnemental, économique, alimentaire et aussi sanitaire. Et on ne peut pas faire du business de la même manière lorsqu'en fait on a une forme de sécurité qui permet de faire des plans et d'anticiper, de planifier par rapport à les effets que ça peut avoir sur son personnel, mais aussi sur sa clientèle, sur ses partenaires, ses fournisseurs, etc. Et tous les effets, les convergences de ces effets-là sont très mal appréciés, y compris dans les milieux prospectifs qui témoignent de biais de perception et de comment dire, de pensée en silo. Et on n'est pas assez bien préparé pour comprendre tous ces éléments-là. Les éléments à retenir là-dedans, c'est que finalement, on a des dégradations sanitaires qui se profilent, certaines qui sont de l'ordre de l'inéluctable et celles qui dépendent des actions qui sont prises aujourd'hui. On a des dégradations alimentaires à travers la réduction générale des rendements agricoles dus au changement climatique et à d'autres phénomènes, qui pourraient aussi avoir des impacts jusqu'en Suisse, même si la Suisse a une position concurrentielle avantageuse sur le marché de l'alimentation mondiale, elle est quand même dépendante à plus de 50% pour son alimentation, ce qui a des implications aussi très claires sur une société en insécurité alimentaire ne fonctionne pas de la même manière qu'une société qui n'a pas cet élément-là d'incertitude dans son fonctionnement. Économiquement, là, on pourra ne serait-ce qu'apprécier dans quelques années les impacts du Covid, mais il n'y aura pas que ceci. Tout ce qui est environnemental, c'est encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un attachement aux abeilles, etc. C'est que si les abeilles et les insectes cessent de fournir les services essentiels de pollinisation dont nous dépendons pour le fonctionnement de l'agriculture, ce sont des coûts énormes de pollinisation manuelle qui sont anticipés, sans compter la dégradation des services que la nature fournit gratuitement et qui permet aux vivants de continuer à fonctionner. Tout ça pointe vers un environnement opérationnel dégradé. Je n'ai pas mentionné bien sûr les problématiques politiques ou bien comment dire, technologiques. Elles ont tout à fait leur place et elles sont par contre différentes dans le sens où il y a dans les deux cas beaucoup plus de marge de manœuvre aujourd'hui que dans les 4 qui sont présentés ici. Donc, ce qu'on peut anticiper de manière heuristique, après, c'est des modèles de représentation, ce n'est pas des certitudes, mais c'est à la fois une évolution d'intensité dans le temps, c'est que la charge auquel les sociétés vont faire face va aller croissante et de manière non linéaire, parce que ce soit changement climatique, alimentation, sanitaire, on est dans des systèmes dans lesquels on peut beaucoup absorber les chocs jusqu'à qu'en fait on ne peut plus. Et c'est à ce moment-là aussi que les charges sont les plus importantes et de la capacité à faire face qui se dégrade et dont on peut aussi mesurer la tendance historique. Peut-être que ça va changer légèrement avec le Covid, mais ce que suggèrent par exemple les chocs pétroliers de 73 et de 79, c'est que les sociétés ne prennent la mesure des chocs que si s'ils sont régulièrement confrontées, ce qui les force à maintenir une capacité d'adaptation permanente. On a eu des plans assez ambitieux d'indépendantisation du pétrole en 73 et 79, il n'y a rien qui s'est mis en place. C'est ce que suggère l'histoire. Il y a la même chose avec les stocks stratégiques suisses, on peut revenir là-dessus sur des questions.
Donc, qu'est-ce que ça représente un environnement opérationnel dégradé? Alors, pour l'individu, à terme, c'est complètement une perte de pouvoir d'achat, que ce soit dans les salaires, une perte de salaire et une augmentation tendancielle des prix. C'est des pénuries de biens, on l'a déjà vu avec le Covid, mais ça pourrait généraliser comme dans d'autres types d'économies. Des conflits d'usage, par exemple, pour tous les privés qui veulent arroser leur jardin en cas de sécheresse, eh bien, il y a des régulations à mettre en place pour conserver de l'eau potable pour des secteurs prioritaires, comme par exemple l'hygiène ou l'alimentation des humains ou de l'élevage. Tout ce qui est réallocation de ressources, ça c'est un impensé, mais concrètement, le fait d'avoir moins de pouvoir d'achat, ça va nécessiter de prioriser les investissements. Et du coup, probablement que le secteur du tourisme de masse va en subir énormément va subir des conditions de plus en plus dégradées pour la continuation de son existence dans ce cadre-là, mais une certaine forme aussi de loisirs exubérants ne sont pas prioritaires dans le budget des individus. C'est pas une théorie, c'est ce qu'on observe lorsque, face à un budget restreint, comment est-ce que les ménages réallouent leurs dépenses. Ça, on a aussi déjà évoqué, des menaces, des nouveaux risques. Maintenant, transposer ça au niveau de l'entreprise, c'est une baisse, voire une disparition de la demande. Alors, ce ne sera pas le cas pour tous les secteurs. Pour certains secteurs, ça pourrait même augmenter. Ceux qui sont, on va dire, plus critiques que d'autres, on va voir ce que ça veut dire critique dans ce cadre-là. Par exemple, pour un secteur comme le tourisme de masse, eh bien, on est dans le cadre d'une baisse tendancielle du pouvoir d'achat et des salaires. Eh bien, c'est clair qu'il n'y aura plus les mêmes possibilités pour pouvoir partir à Ibiza ou ailleurs. Cette même réallocation de ressources, donc on l'a en partie déjà vu pendant le Covid, dans lequel il s'agit de prioriser ce qui est absolument nécessaire. Les mêmes conflits d'usage, les perturbations de chaîne d'approvisionnement de biens, ça c'est tout à fait envisageable. Risques, menaces aussi. Au niveau de société, c'est principalement tout ce qui est ralentissement, récession économique, chômage de masse, qui est anticipable, qui paraît inconcevable aujourd'hui, mais c'est justement la nécessité du prospectiviste, respectivement du chef de projet curieux, humble et responsable de penser l'impensable pour être en mesure d'y faire face le cas échéant. Ça, on a déjà évoqué. La polarisation politique, on le voit déjà aujourd'hui, qui est aussi c'est aussi une co-conséquence du ralentissement tendanciel de la croissance des pays occidentaux développés depuis maintenant une trentaine d'années. On a avec ça, bien sûr, des troubles à l'ordre public, parce que c'est beaucoup plus facile de partir manifester et d'avoir des grivances politiques fortes lorsque les individus, majorité, ont plus de travail ou sont dans des conditions dégradées. Et ça, on l'a déjà évoqué. Du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est tellement vulnérable à ces éléments? Alors, il y a plusieurs personnes ici qui ont évoqué des vulnérabilités. Moi, je voudrais en citer 3. On peut bien sûr plein d'autres, mais le format ici court ne permet pas d'aller jusqu'au bout. C'est une invitation à la curiosité. La première de ces vulnérabilités, elle est structurelle. C'est la criticité. Alors, la criticité, on peut la définir comme étant la mesure du degré d'indépendance d'un système, c'est-à-dire c'est dans quelle mesure est-ce que dans un système, dans une entreprise, dans un consortium d'entreprises, dans un parc industriel, comme dans un pays, dans une région, dans un continent, une entreprise est dépendante d'une autre, respectivement qu'elle est liée à celle-ci. Alors, pour vous donner une illustration, eh bien, imaginons que dans un réseau d'entreprises, on en ait une qui connaisse une perturbation majeure sur sa chaîne d'approvisionnement. Eh bien, dans l'illustration ici, eh bien, ça va affecter toutes celles qui sont connectées à cette entreprise. Mais pas tous les liens pas tous les réseaux sont comment dire, égaux face à ces perturbations. Il y a des réseaux plus complexes dans lesquels une autre perturbation va par contre affecter l'ensemble des réseaux beaucoup plus grands parce que l'ensemble est interconnecté. Et dans des cas, même comme dans le cas du coronavirus, on a des chutes en cascade dans lesquelles une perturbation quelque part se répand partout. Et ce qui suggère que ici, à la fois l'interconnexion, elle peut être très positive au sens qu'elle permet des gains d'efficience, mais elle permet aussi la diffusion des perturbations.
Et comment est-ce qu'on mesure le dommage ou la vulnérabilité à ces perturbations? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la criticalité. Ici, ouais, j'ai mal orthographié ça, mais ça s'appelle la criticalité, qui peut être définie de la manière suivante, c'est-à-dire l'importance relative d'un secteur en fonction que son arrêt a pour un secteur, la population ou bien l'économie en général. Alors, sans donner, en partant d'une optique sociétale, à travers un travail qu'a réalisé l'Office fédéral de la protection de la population, eh bien, sans rentrer dans tous les détails, ici, on a une matrice d'analyse d'interdépendance dans laquelle, là où c'est zéro, c'est-à-dire que si on prend la ligne horizontale, par exemple, soins et hôpitaux, eh bien, cette ligne-là, eh bien, ce que ça veut dire, c'est qu'immédiatement, si d'un coup les hôpitaux et les soins arrêtent de fonctionner, eh bien, ça va avoir zéro conséquence sur l'approvisionnement électrique. Par contre, si on prend une télécommunication et que si les télécommunications arrêtent de fonctionner, eh bien, on va avoir une conséquence maximale, là c'est une échelle qualitative de 0 à 3, sur les systèmes automatisés. Et si on additionne toutes ces analyses d'interdépendance, eh bien, le secteur qui est le plus important, c'est l'approvisionnement électrique, qui est le plus critique pour tout l'ensemble. Et ensuite, on a des systèmes informatiques de type information, réseau, télécommunications, instrumentation, surveillance. Ce qu'il faut retenir de cette petite exploration, c'est une chose relativement simple, c'est que plus on dépend d'un secteur, plus on en est vulnérable. Et aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont à la fois de plus en plus connectées, dans lesquelles de plus en plus d'éléments dans lesquels des perturbations peuvent se diffuser, et de plus en plus vulnérables à ces perturbations. Donc, finalement, relativement simple. Le troisième élément, c'est qu'on a de moins en moins de capacité à durer, et que du coup, on peut être très vulnérable, mais si on est capable de durer pendant 2 semaines sans approvisionnement électrique ou avec moins d'approvisionnement, eh bien, c'est une capacité de résilience beaucoup plus forte que le cas inverse. Mais comme toute notre économie a été forcée de se reconfigurer vers la maximisation de l'efficience, eh bien, on a perdu en optimisation par rapport à différents types de risques et de menaces. Et que du coup, si les secteurs aujourd'hui économiques sont extrêmement performants dans une direction, c'est de maximiser leur profitabilité, ils sont en majorité très vulnérables à tout ce qui ne rentre pas dans le cadre normal d'opération dans lequel ceux-ci exercent leur activité. Voilà, donc maintenant ça pose la question pour vous. Quelles sont les implications pour les chefs de projet? Alors, on peut probablement passer une journée là-dessus. Et moi, je vous en propose plus des pistes que, des certitudes, parce que je ne suis pas issu de votre milieu, j'arrive avec des perspectives différentes et j'ai beaucoup à apprendre sur comment est-ce que vous fonctionnez. En revanche, je peux vous proposer quelques éléments issus de discussions, mais aussi de réflexions, de lecture, etc., que je vais résumer sur finalement 2 points principaux qui peuvent être découlés, qui peuvent être, chacun après approfondi à sa manière. C'est qu'il y a tout d'abord, premièrement, une nécessité d'institutionnaliser la préparation à ces détériorations et ces chocs qu'on a mentionnés pour être en mesure d'opérer en environnement opérationnel dégradé. Et ça, c'est notre capacité de pouvoir fonctionner en mode dégradé. Donc ça, c'est le mode dégradé, c'est vraiment la terminologie du plan de continuité. Ça, c'est une nécessité impérieuse pour que les business models puissent continuer à fonctionner. Ça implique aussi, dans certains cas, si on fait de la prospective ou on anticipe, de fermer des secteurs d'activité en permettant de le faire de manière contrôlée, en limitant les pertes, que de continuer dans le biais des coûts irrécupérables et d'investir jusqu'à qu'en fait ce secteur-là soit plus capable d'être maintenu, comme par exemple ce qui va être le cas à moyen terme du tourisme de masse. La deuxième nécessité pour les chefs de projet, c'est, à mon sens, de transformer leur perspective, c'est-à-dire c'est les imaginaires, c'est tout ce que, en fait, c'est probablement l'élément le plus difficile parce que faire un plan de continuité, c'est finalement maîtrisable, c'est objectivable, c'est en dehors de soi. Mais transformer sa perspective, ça nécessite de renoncer à ce qu'on appelle en sociologie une partie de sa socialisation, c'est-à-dire tous les éléments sur lesquels vous avez grandi avec et qui constituent pour nous le cadre normal du fonctionnement du monde.
le fait de pouvoir faire confiance à la voirie pour que celle-ci vienne rechercher les poubelles, pouvoir faire confiance à son voisin pour que, dans la majorité des cas, que celui-ci respecte la frontière avec, dans le jardin, par exemple. C'est la certitude que c'est l'impensé que la pénurie alimentaire peut survenir, par exemple. C'est la certitude que la sécurité est un dû et un droit pour chacun, alors qu'on a des indications dans d'autres pays qui ont été moins fortunés que ce n'est pas forcément le cas. C'est selon notre perspective, ça nécessite aussi au niveau de l'approche du risque. On a des approches extrêmement codifiées du risque qui permettent d'accroître la sensation du contrôle sur ce risque-là, parce qu'on fait une approche de type probabiliste dans laquelle on va multiplier les dégâts estimés par la probabilité que ça arrive, et après, en fait, on se débrouille face à ça. Il y a des risques dont les dégâts sont tellement colossaux, notamment, par exemple, pour l'interruption d'approvisionnement électrique, pas seulement au niveau de l'entreprise, mais de la société, qu'une approche comme ça, elle ne tient pas face à l'ampleur des destructions que cela peut avoir. Et alors, bien sûr qu'à l'échelle du chef de projet, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut déjà participer, ne serait-ce que dans les discussions ou ailleurs, à essayer d'ouvrir les perspectives d'autres personnes, d'autres individus, accroître sa culture générale, développer sa curiosité, surtout en fait ce qui pourrait se passer, parce que ça participe à la résilience. Ça participe à la résilience de deux manières. C'est que historiquement, on sait que les sociétés ou les entreprises qui sont préparées mentalement à un certain nombre de disruptions sont beaucoup plus en mesure d'y faire face. Je pense notamment à l'exemple de Shell, qui a fait ses scénarios par rapport à l'évolution des prix pétroliers et qui, dans les années 70, a fait des bénéfices considérables parce qu'elle était déjà en capacité de pouvoir saisir les opportunités, parce qu'elle avait réfléchi de manière préalable. Et puis la deuxième chose, c'est parce que tout ce qui permet d'anticiper, c'est tout ce qui permet de diminuer l'impression du choc et donc qui augmente la résilience par la préparation mentale. Un autre élément au niveau des changements de perspective, c'est d'établir une culture positive de la gestion du risque, où le risque n'est pas considéré comme étant une nécessité pour plaire à la régulation, pour se conformer à la régulation, ou en fait un problème parce que c'est un élément rabat-joie. C'est de considérer le risque comme étant un élément qui permet de pouvoir mieux se positionner dans l'environnement opérationnel, parce que c'est le grand impensé des réflexions écologiques, c'est que dans les trajectoires d'environnement dégradé qui se dessinent, il va y avoir des gagnants et des perdants. Et pour faire partie des gagnants, si vous le souhaitez, il se nécessite de pouvoir anticiper, d'avoir ces cultures du risque dans lesquelles on peut discuter de manière avec toute la sécurité psychologique, c'est-à-dire sans avoir la pression ou la crainte d'être exclu du groupe, de manière à pouvoir mieux saisir les opportunités en question pour vous, à votre niveau individuel, mais aussi au niveau de l'entreprise. Et ce serait intéressant si on avait ces mêmes discussions au niveau de la nation, ce qui n'est bien entendu pas le cas. Pour pouvoir discuter de manière pertinente de ce risque-là, il y a une manière de le faire, c'est d'instituer la pratique du dissensus. Donc, le dissensus, c'est le fait d'être pas d'accord. Et ici, il y a deux manières d'y arriver. Il y en a parmi d'autres. Au niveau de la gestion de projet, c'est d'instituer, par exemple, ce que les Israéliens pratiquent au niveau de la culture du renseignement, c'est d'avoir ce qu'ils appellent le 10e homme, la 10e femme aussi, ça peut être. C'est que dans un groupe de 10 personnes, ou ça peut être moins, ou ça peut être plus, il faut en tout cas qu'il y en ait une, voire plus, dont l'objectif est toujours de penser de manière contraire au groupe. Donc, c'est une fonction qui leur est attribuée, de façon à pouvoir éviter les biais de conformité qu'on retrouve dans les groupes. Et c'est ces mêmes biais qui alimentent les croyances injustifiées dans la sécurité qu'on a aujourd'hui. Et de pouvoir légitimer le fait d'avoir une opposition loyale par rapport à une croyance ou des directions stratégiques qui sont décidées. Cette pratique du 10e homme, elle est très intéressante. Elle n'est pas non plus une solution pour tous les problèmes, mais elle permet enfin d'avoir quelqu'un dont la fonction est de s'opposer au groupe et qui n'est pas ostracisé comme tel. Ça permet, si c'est fait de façon intelligente, de pouvoir élargir les perspectives pour pouvoir mieux saisir les opportunités, respectivement apprécier l'évolution de l'environnement opérationnel.
Et la deuxième manière de le faire, c'est ça, avec ce qu'on appelle des red teams, donc en fait des équipes rouges, dont le but est, si l'un c'est de penser à l'interne, donc ça on pense on va dire, au niveau de l'entreprise, de l'entité, etc. Le red team, elle en fait partie aussi, mais le but est de délibérément mettre l'entreprise, l'entité en situation de difficulté de façon à pouvoir détecter les vulnérabilités de l'entreprise. Ça peut être fait, par exemple, c'est ce qui se fait dans certaines entreprises de cybersécurité, où on envoie des personnes délibérément essayer de pénétrer les systèmes informatiques pour en vérifier l'étanchéité, ou bien des faux techniciens pour vérifier si on a bien mis en place les dispositifs de sécurité pour éviter que quiconque qui n'est pas autorisé s'approche des serveurs. C'est aussi des pratiques qu'on peut mettre en place pour questionner la solidité à la fois des présupposés qu'on a, mais aussi des infrastructures ou des plans de continuité qui sont établis. Donc, on pourrait parler beaucoup d'autres choses, mais je vais plutôt en limiter. J'ai envie de me mettre plutôt à votre disposition pour les questions. Et je vous propose en guise de conclusion les éléments suivants. C'est que le Covid-19, c'est une excellente occasion d'avoir une discussion sérieuse, mesurée et nécessaire sur la thématique de l'environnement opérationnel dégradé. Cette thématique-là, elle devrait à terme provoquer une modification structurelle de cet environnement opérationnel. Et d'ailleurs, avec lequel les enfants qui aujourd'hui ont connu que le confinement auront beaucoup moins de difficultés à gérer des nouvelles dégradations, parce que pour eux, ça fait partie de l'ordre maintenant naturel du monde, d'avoir ces possibilités-là de dégradation majeure, ce qui n'était pas le cas pour vous qui êtes nés dans des environnements dans lesquels, mis à part pour la plupart, j'imagine, la menace de la guerre froide qui a disparu, eh bien, l'ensemble était maîtrisé. L'immense problématique ici que je n'ai pas évoquée, mais qu'il faut être honnête d'évoquer, c'est que toute volonté ou une politique de préparation par rapport à cet environnement dégradé se situe dans un dilemme. C'est tout ce qui aujourd'hui permettrait de se préparer mieux à demain peut mettre en danger la capacité concurrentielle pour aujourd'hui. Et donc concrètement, il y a une nécessité d'essayer de trouver un sweet spot dans lequel vous pouvez continuer à rester concurrentiel aujourd'hui dans votre entreprise, ailleurs, y compris si ça implique, il faut être très franc, ça implique de continuer à détruire l'environnement qui va accroître les dégradations opérationnelles demain, mais il n'est pas possible, dans la dynamique de nos systèmes, d'arrêter tout ce qui est néfaste pour pouvoir continuer, pour pouvoir se prioriser sur ce qui serait essentiel. Et donc, il y a un sweet spot à trouver entre pouvoir continuer à être compétitif ou respectivement survivre économiquement et se préparer à pouvoir le faire dans des contextes dégradés aussi. Voire pour les plus téméraires et les plus vraiment, par contre, un pari, de déjà essayer de se positionner aujourd'hui pour avoir des avantages concurrentiels demain dans une situation de dégradation en fournissant des biens, des services qui pourraient être alors en plus grande demande ou alors à des meilleurs prix ou en fait de meilleure façon. Et pour terminer, il y a une énorme responsabilité qui pèse sur vous, chef de projet, pour pouvoir orienter la décision de manière à accroître la résilience, que ce soit à la fois de vos structures, si c'est des structures qui valent la peine d'être, qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la société, comme pour le fonctionnement de la société, il y a une énorme responsabilité. Vous n'êtes pas coupable de ce qui arrive ou de ce qui pourra arriver. On est tous là-dedans co-responsables à certains degrés. Et la différence, c'est que vous avez, par votre position privilégiée, une capacité d'action qui est supérieure à la majorité de la population. Et en ce sens-là, vous avez, à mon sens, une responsabilité aussi, en conséquence. Et c'est délicat de pouvoir s'anticiper et s'adapter. C'est pour ça que je suis honoré et je remercie la Société suisse de management de projet pour cette invitation sur cette thématique délicate et confrontante, mais en même temps absolument nécessaire de l'environnement dégradé et de la nécessité de s'y préparer. Sur ce, je vous remercie et je prends toutes vos questions de la manière dont on me les donne. Ok, merci beaucoup Grégoire. J'ai récolté quelques-unes les questions que vous avez envoyées jusqu'à maintenant et je vais les poser. Si vous voulez envoyer d'autres, il n'y a pas de souci, je les prends aussi. Donc, je vais les poser à Grégoire et on verra ce qu'ils ont dit.
Alors, la première, c'est la tendance, c'est-elle forcément une dégradation? Ne peut-il pas y avoir de rebond après un choc? C'était une Oui. des celles que tu as dit Alors, après. bien sûr qu'on peut avoir des rebonds après des chocs. Après, la question, c'est de se poser, c'est de savoir si est-ce que c'est des rebonds qui sont structurels ou c'est des rebonds qui sont juste, comment dire, ponctuels. Là, on a cette pensée de la résilience qui est un mot, enfin, qui est un concept très intéressant, mais qui en même temps est extrêmement flou. On peut parler de la résilience de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. Du coup, la question de rebondir après le choc, oui, ça c'est des dégradations. On va y avoir bien sûr des rebondissements, enfin, on va retrouver, ça c'est certain, enfin, que les capacités d'adaptation, qu'il ne faut pas nier le potentiel d'adaptation des sociétés humaines face aux dégradations qui se profilent. Donc là, ça c'est notamment le potentiel via la technologie. Là où c'est important, c'est de ne pas être fasciné par rapport au potentiel de la technologie, fasciné par rapport à l'idée qu'il va y avoir un rebond. C'est certain, il y a beaucoup d'incertitudes. On est dans des mondes complexes et c'est délicat du coup de pouvoir se positionner avec certitude. C'est ce qu'on fait en prospective, on parle plutôt de cônes d'incertitude dans lequel on a des éléments globaux, où on sait plus ou moins où ça va. Et là-dedans, il y a plein de choses qui peuvent s'exprimer. On ne sait pas du tout quelles sont les décisions politiques qui vont être prises dans les prochaines années, mais les décisions qui ont été prises les 15 dernières années et qui vont être prises dans les 5 prochaines années sont capitales pour l'évolution des sociétés. Et ça suggère par contre une diminution de la capacité de rebond générale parce qu'on va toujours plus loin vers la recherche d'efficience maximale économique, ce qui permet de maintenir des systèmes existants et puis notamment d'acheter la paix sociale, mais qui pose des problèmes fondamentaux pour la capacité à encaisser des chocs futurs. Parce que cette capacité de rebond, elle dépend de la capacité de réserve des sociétés en termes, que ce soit fiscal, que ce soit énergétique, alimentaire, on pourrait parler d'une manière aussi sociale. Et ces capacités-là sont érodées de manière régulière depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, sans compter l'érosion des capacités environnementales, que ce soit au niveau du CO2, que ce soit au niveau de l'acidification des océans, que ce soit au niveau de l'érosion des sols, etc. Et ça paraît peut-être très éloigné de la gestion de projet, mais concrètement, il est nécessaire d'avoir la bigger picture pour comprendre. Concrètement, ça va affecter les relations entre employés et employeurs. S'il n'y a plus une sécurité alimentaire de la même manière qu'aujourd'hui, ça implique des relations beaucoup plus violentes entre différents types d'acteurs. C'est au-delà de la réflexion politique, c'est ce qu'on veut une société comme ça ou pas. Il y a la nécessité de s'y préparer. Comme je le disais, hein, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'il faut l'évoquer, mais il va y avoir des gagnants et des perdants. La question, c'est est-ce que vous voulez faire partie des gagnants ou des perdants respectivement, est-ce que vous voulez œuvrer pour éviter d'aller dans les gagnants et les perdants? Mais là, on va de plus en plus être, comment dire, en manquer de temps. Et par conséquent, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Mais passons à la question suivante. Oui, ok. Alors, prochaine question. Quid des innovations de rupture? Est-ce lié aux dividendes de la confiance? Alors, si la personne qui a fait cette question peut préciser ce qu'elle veut dire par dividende de la confiance, ça m'arrangerait. Par contre, par les innovations de rupture, on a des innovations, ça c'est certain, qui permettent de changer de manière considérable la manière de produire ou de consommer des biens. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que la technologie peut permettre de résoudre des problèmes qui sont aussi fondamentalement créés par la technologie, ou bien qui sont exacerbés par elle. Et là-dedans, il essaie de prendre un peu plus alors, moi, je n'ai pas une vision définitive là-dessus. Simplement, il faut être bien conscient que, par exemple, on a ce qu'on appelle l'effet rebond, qui n'est pas le rebond de la résilience, l'effet rebond qui indique, et c'est un phénomène extrêmement général et observé, que lorsque on a un système, on améliore l'efficience d'un système, par exemple avec plus de technologie, que ce soit de la technologie numérique ou de la technologie mécanique, eh bien, on diminue on diminue le coût de fonctionnement de ce système-là, mais la conséquence, ce n'est pas qu'en agrégat, on consomme moins, c'est qu'en fait, vu qu'on peut consommer autant pour moins cher, et bien on va consommer encore plus pour en fait, accroître la capacité. C'est ce qui fait que lorsqu'on fait, on améliore l'efficience des moteurs des voitures, les conducteurs font pas moins de kilomètres, ils en font plus. C'est ce qui fait lorsqu'on améliore les moteurs de locomotives, elles font plus de kilomètres pour
que par rapport à avant. Lorsqu'on améliore la capacité des téléphones mobiles, ils vont pas améliorer les problèmes d'agriculture mondiale. On va consommer plus de données, on va avoir des applications plus gourmandes pour pouvoir faire exactement la même chose qu'on faisait avant, mais de manière légèrement différente. C'est là. Alors, il y a des capacités d'innovation de rupture. Hein. Après, ces innovations de rupture ne sont peut-être pas au sens technologique où on les met, on les profile aujourd'hui. C'était des innovations sociales de rupture qui pourraient être perçues comme étant des retours en arrière par une partie des acteurs. Mais ça, c'est aussi une discussion en tant que telle. Je préfère couper là pour donner place aux autres questions. Peut-être sur la question du dividende de la confiance, Guillaume Keza. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention avant. Comme vous posez la question sur le dividende de la confiance, c'était plutôt pour aller dans votre sens, comme vous disiez justement que la perte de confiance, ça peut être justement une cause de la dégradation dans l'environnement opérationnel. Eh bien, ça nous fait montrer en fait que la confiance qu'on a actuellement, c'est déjà un dividende qu'on perçoit tous les jours et on ne s'en rend pas forcément compte en fait. Donc voilà, c'était juste, j'ai entendu ce mot quelque part, donc je vais juste le placer dedans. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment peut-on appliquer la criticalité dans le cadre d'un projet? Oui. Il y a des exemples. Oui, alors on peut reprendre je vais repartager. La slide en fait sur la criticalité. Oups, c'est pas ça. Voilà. C'est alors, on vient dessus. C'est ici, c'est qu'on peut simplement utiliser cette matrice d'analyse des criticalités. On met les éléments d'un secteur ou d'un projet, par exemple la complétion d'une étape ou bien le fonctionnement avec un acteur. On met l'ensemble sur les axes horizontaux, puis après sur les axes verticaux. Et ensuite, après, on peut analyser de manière qualitative, ça peut être 0 à 3, 0 à 5, etc. Qu'est-ce qui se passerait si l'un arrêterait de fonctionner par rapport à l'autre, ce qui nous permet après de calculer des coefficients qui sont des additions des taux de criticalité ou bien de vulnérabilité. Et ça peut être une manière d'utiliser cet outil qui est en fait qui est très simple mais qui permet de rapidement saisir où sont les points de blocage dans un système, mais ça peut être aussi appliqué d'une certaine manière dans un projet, où sont les points de blocage, quels sont les éléments qui sont absolument comment dire, critiques, et dans le cas échéant, réfléchir à la mise en place de stratégies de substitution de manière à pouvoir s'en passer. Alors, moi, j'avais une question là-dessus, sur cette matrice-là, parce qu'en fait, avec la généralisation de la voiture électrique et la virtualisation croissante, en fait, on crée des points de vulnérabilité encore plus grands avec l'électricité. Pour se défendre de certaines vulnérabilités, on crée d'autres vulnérabilités bien plus grandes ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a une manière de se prémunir de ça, ou c'est juste la prochaine fois, si dans quelques années, il y a une fois qu'on en aura tous passé à la voiture électrique et qu'on travaillera tous à la maison, s'il y a une panne électrique, on fait quoi? C'est une excellente observation. C'est une observation capitale dans le sens où on peut essayer de réduire l'ensemble des impacts. On pourrait par exemple repasser à des sociétés, imaginons que ce soit possible politiquement, hein, parce que moi je ne crois pas, je peux aussi revenir à des sociétés locales. Ces sociétés locales, elles ne sont pas non plus exemptes de problèmes ou de vulnérabilités aussi intrinsèques. C'est qu'on a la croyance qu'à travers la technologie ou bien la planification, on peut réduire les risques, de les rendre à la fois acceptables ou zéro, mais c'est une croyance qui est détrimentale à pouvoir approcher, à mon avis, en tout cas l'ensemble de manière lucide, dans lequel on fait des choix en permanence. Ces choix, on privilégie plutôt l'option A que l'option B, et ça a un coût. Et ce n'est pas forcément la même chose de le faire de manière inconsciente que de le faire de manière consciente, et du coup, d'anticiper peut-être à devoir changer rapidement. Je vois juste là dans le chat une personne qui mentionne qu'en chinois, on a les deux caractères crise veut dire opportunité. Alors, c'est très séduisant, mais en fait, c'est absolument pas vrai.
Je ne peux pas revenir toute l'histoire, mais en fait, c'est une déformation d'un auteur américain par rapport à la Chine qui a été reprise de manière erronée dans un discours de Bill Clinton, mais en fait, c'est absolument pas vrai. Donc, en fait, une crise ne veut pas dire opportunité en chinois, et parler à un chinois, il va se moquer de vous, hein, si vous le dites comme ça. Voilà. Alors, comment choisir son 10e homme? Est-ce qu'il y a un profil standard à favoriser? Alors, plutôt quelqu'un à l'aise avec la contradiction, curieux, une forme d'humilité pour savoir ce qu'il ne maîtrise pas, une capacité de pensée systémique capitale, pour, si possible pour une 10e homme ou une 10e femme, et quelqu'un qui bénéficie, ça c'est important au niveau social, de la confiance en sa loi, dans lequel en fait on est confiant dans sa loyauté. C'est-à-dire que avoir une personne qui est 10e homme mais à qui en fait le groupe ne fait pas confiance, eh bien ça va ne pas rendre possible les bénéfices de la pratique si en fait on ne comprend pas que la personne n'agit pas pour casser les pieds, mais qu'elle agit pour remplir et ouvrir le champ des perspectives. D'accord. Alors, est-ce que cela veut dire que seuls les pays riches ayant une économie qui peut se préparer aux crises et qui ne sont pas seulement en mode survie peuvent préparer le monde à un environnement dégradé lié aux dégradations écologiques, par exemple? En partie, mais dans les faits, on voit plutôt que si on a des capacités considérables, comme lors de la crise de 2008, à pouvoir allouer des fonds qui jusqu'à présent on disait qu'ils n'existaient pas, que malgré des degrés de certitude assez élevés, tant que la pression n'est pas ressentie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de préparation. Par contre, avec les capacités fiscales des États occidentaux et leur appareil étatique, si tout à coup il y avait la volonté politique, parce que c'est ça vraiment dont il s'agit, mais on a aussi avoir des volontés politiques dans les entreprises ou dans les autres structures, eh bien on pourra avoir des changements considérables assez rapidement, et on a tendance à penser que les États perdent en puissance, et j'aurais un peu de la prudence par rapport à cette affirmation, parce qu'on voit très bien avec le Covid que si les États le souhaitent, ils peuvent mettre en place des mesures drastiques, mais pour ça, il faut qu'il y ait une pression politique considérable qui finalement laisse peu de marge de manœuvre aux élites politiques de façon à les forcer à choisir des solutions de prévention. Mais ça ne veut pas dire forcément que, pour traiter la crise, que ces traitements de crise seront adaptés, parce que ce qu'on voit aussi avec le Covid-19, surtout aux États-Unis, c'est que les solutions qui sont mises en place sont absolument inadaptées pour faire face aux conséquences économiques que va avoir la crise. Et par conséquent, on pourrait avoir tendance à penser les pays occidentaux mieux préparés ou bien capacités mieux préparées. Ils ont surtout une capacité fiscale et d'organisation qui est supérieure aux pays en voie de développement ou encore en développement tout court. C'est pas sûr qu'en fait qu'ils soient mieux capables de se préparer, parce qu'on témoigne les immenses problématiques qu'il existe pour pouvoir se mettre d'accord sur les plans de réduction des émissions carbone, et c'est qu'un seul aspect du problème. Du coup, il faut être prudent avec ça, à mon avis. Mais justement, par rapport à ce que tu disais avant, est-ce que des pays qui ont l'habitude de crise ne sont pas mieux préparés que nous, oui, qui sommes confortables? Oui, alors mieux préparés, en tout cas mieux de capacité qui ont l'habitude de pouvoir en tout cas encaisser. Par exemple, si on prend le Canada, en particulier la région du Québec, c'est une région qui connaît régulièrement des interruptions de l'approvisionnement en électricité. Et du coup, ce qui pourrait passer ici pour du survivalisme est considéré comme du bon sens là-bas, c'est-à-dire d'avoir 1 à 2 semaines de nourriture chez soi. Alors là, on parle vraiment d'un élément très particulier. Mais pour vous donner l'exemple, ce n'est pas dire qu'il faut faire des réserves de nourriture chez soi, même si peut-être que la crise du Covid vous a donné l'envie. C'est que lorsqu'on a une entité, un pays qui est soumis à des pressions croissantes, eh bien, il y a une nécessité de faire face pour pouvoir continuer à fonctionner avec le moins de disruption possible. Et au Canada, ils ont maintenant, et en particulier au Québec, ils sont très bien rodés pour pouvoir faire face à des interruptions d'électricité, que ça dure quelques jours ou bien 2 semaines, et que ce soit au niveau des individus, en particulier parce qu'ils ont un environnement hostile là-bas. Au Canada, si votre véhicule tombe en panne au milieu de l'hiver dans une forêt, il peut que vous y restiez. Donc, il y a une nécessité existentielle, ce qui n'est pas forcément le cas pour nous dans des pays tempérés.
ce qui implique qu'il y a des dividendes négatifs à la sécurité ici, au sens où elle endort, on peut dire en métaphore, d'endormir la capacité d'anticipation, de prévention ou de protection par rapport à cette même crise. Et en Suisse, s'il y a bien une chose que j'aimerais évoquer, c'est qu'en Suisse, en fait, on a une forme d'exceptionnalisme qui est relativement peu thématisée, parce qu'il y a cette espèce d'humilité suisse où il ne faut jamais dire qu'on est les meilleurs, mais au fond, on pense toujours qu'on est les meilleurs quand même, et puis en fait, avoir une arrogance de dire, mais finalement, on n'a rien à apprendre du monde, ce qui pose un vrai problème. Il faudra changer cet exceptionnalisme suisse si en fait on veut s'y préparer. Culturellement, c'est un danger pour une politique de sécurité cohérente de penser que parce qu'aujourd'hui, la Suisse en est très bien sortie historiquement pour des facteurs qui d'ailleurs ne sont pas du tout liés à ces décisions, qui sont totalement extérieurs, et bien qu'à cause de ces facteurs-là, et qui vont continuer à se produire dans l'avenir. Et ça, c'est pour ça que ces genres de conversations qu'on a maintenant, bon, c'est très unidirectionnel, ce serait peut-être plus intéressant et puis plus juste aussi qu'on ait de manière plus interactive. C'est important qu'elle soit là pour essayer de contribuer à faire émerger des imaginaires ou des manières de percevoir des perspectives qui sont plus adaptées, qui sont plus humbles par rapport à l'évolution possible du monde. Ok, alors encore une ou deux questions, je pense. Une, le chef de projet peut envisager tous les scénarios et alerter. Il est limité par ses partenaires sur le projet. Comment notamment persuader les investisseurs de se parer au risque? Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein, donc il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Une des possibilités, ça peut être de proposer aux investisseurs, aux partenaires d'intégrer des groupes de réflexion pour pouvoir limiter, à la fois resserrer les liens ou limiter les possibilités de disruption majeure. Et puis pour la question des investisseurs, il n'y a pas de secret. Hein. Donc là-dedans, c'est un environnement très adverse pour voir comment les investisseurs qui recherchent, en particulier pour les hedge funds, des rendements court terme violents, brutaux. Mais là, il y a possibilité, après c'est quelque chose qui n'est pas encore bien développé, mais qui est en train de se mettre en place, en particulier dans les grandes familles qui possèdent des fonds considérables et qui ont une logique patrimoniale. Ça, c'est des investisseurs sur lesquels il faudrait capitaliser. Parce que ce que recherchent ces investisseurs, c'est de pouvoir transmettre un patrimoine 2 à 3 générations au-delà. Et du coup, ils recherchent des partenaires, des objets d'investissement qui sont capables de pouvoir fournir un dividende de manière régulière ou de manière croissante sur la durée et non pas immédiatement. Et là-dedans, c'est pour ça que la question, au-delà des investisseurs, il y a la question du repositionnement des business models, voire en fait d'une disparition de certains. C'est que pour ces grandes familles, la crise existentielle qui est en train d'être perçue pour une partie d'entre elles aujourd'hui, c'est que la convergence des crises, des dégradations climatiques, alimentaires, énergétiques et autres qui se profilent, c'est la destruction de la possibilité pour elles de transmettre leur patrimoine avec les potentialités de destruction du capital, tout ce qu'il y a. Et donc, tout ce qui peut contribuer, si vous avez dans votre business model quelque chose qui est soutenable, mais réellement soutenable, pas du greenwashing, ou en fait qui peut répondre à des besoins d'adaptation opérationnelle pour assurer des biens et services de base, va contribuer pourrait contribuer à la fois à maintenir des dividendes dans la durée, et donc pourrait intéresser ces investisseurs, mais ça c'est pas encore tout à fait. À ma connaissance, c'est encore très underground, ce genre de réflexion et de positionnement, mais il y a aussi des assureurs qui maintenant commencent enfin à se repositionner de manière adéquate, c'est-à-dire quand il est adéquat, c'est-à-dire d'avoir que leurs fonds issus de la collection de leurs primes soient réinvestis vers des acteurs qui ne vont pas détruire leur business model à moyen terme. Or, c'est ce qui se déroulait jusqu'il y a 2 ans, dans lequel on avait des assureurs qui investissent encore massivement dans les fossiles, qui pourtant, on sait qu'à partir de 2 voire 3 degrés, le business d'assurance, en fait, il est plus tenable.
Ok, alors ça c'est tout pour les. On arrive gentiment au bout. Je pense que Dany va reprendre la main dans un petit moment. Oui, vous m'entendez? Allô? Écoutez, je pense que j'ai la main maintenant. Donc, merci encore pour cette soirée. J'applaudis au nom de tous les participants. J'aimerais, avant de passer pour la suite, juste rappeler encore ceux qui souhaitent avoir une attestation ou des PDU, d'envoyer un message à la SMP dans Converser et de donner leur nom et prénom ainsi que leur adresse email. Maintenant, la prochaine soirée aura, donc c'était la dernière soirée donc avant l'été, et la prochaine soirée aura lieu le 8 septembre sur le sujet des blockchains, présenté par M. Christophe Vrier. Pour rappel, cette présentation était initialement prévue au mois de février, mais à cause d'un certain virus, elle a été reportée. Maintenant, nous ne savons pas à ce jour s'il aura lieu comme d'habitude en présentiel ou en virtuel. Cela dépendra essentiellement du niveau de notre environnement opérationnel dégradé et de la politique de notre hôte qui est l'hôtel Alpha Palmier. Donc, vous pourrez à partir de demain vous enregistrer pour cette soirée. Ceci est également valable pour ceux qui s'étaient déjà inscrits. Donc, on a mis tous les compteurs à zéro. Donc, merci de vous inscrire à nouveau à cette soirée-là. Et une fois qu'on aurait l'information sur si c'est du présentiel ou en virtuel, on vous tiendra au courant. Voilà, merci encore pour votre participation. Dany, Et, oui. oui, je voulais juste. Pourquoi est-ce qu'on a ce retour? Tu es en mode stéréo, c'est pour ça. Ouais, non, mais parce qu'on a deux ordinateurs, comme vous avez vu. Et puis, du coup, si le micro est ouvert sur l'un, c'est la je voulais juste dire, parce qu'on a encore 5-10 minutes avant de finir de conclure, et il y a un certain nombre de remarques, quand même, qui n'étaient pas des questions dans le chat, notamment sur le fait que ça rappelle un peu les dinosaures où on semble être très bien adapté à un environnement, mais si les conditions changent, on va capoter. Tu nous compares aux dinosaures, la SMP, c'est ça? Tu sais ce que tu Non, veux non, dire? l'humanité, Dany. Ah. Non, ouais. Je pense. Hein. Et donc, un certain nombre de remarques là-dessus sur le fait que, par exemple, donc, il y avait les dinosaures, il y a le Québec qui a pris beaucoup du chardon électrique en 2000 hein, sur Montréal. Et le fait que les pays de l'Asie du Sud-Est étaient mieux préparés que nous parce qu'ils ont déjà eu des pandémies de SRAS, etc. d'autres. Et puis, encore une dernière remarque sur la crise, enfin, tout changement est une crise ou une opportunité. C'est quand même donc Giorgio qui a dit ça, dit que quand même c'est le moment de prendre des décisions, de réviser sa façon de faire. Donc, oui. La précision, c'était uniquement sur l'histoire qu'il y a par rapport au caractère chinois. Donc, c'est tout à fait possible. Parfait. Voilà, donc je pense que on a tout pris en compte du mieux qu'on pouvait. Donc, s'il y a d'autres, vu Il y a qu'on a quelqu'un qui va encore s'exprimer. encore quelque chose, vous pouvez ouvrir le micro, enfin pas tous en même temps, mais Avant que, si quelqu'un veut dire encore quelque chose. Alors, je remercie la SMP pour son invitation. D'après, j'ai mal orthographié pour SSMP, pour Société Suisse de Management Projet. Merci à Gil pour sa confiance et à Dany pour l'introduction.
Merci à toi et j'espère te revoir aussi à une de nos soirées à partir du mois de septembre, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Donc, je vous souhaite à vous tous, à tous les participants, un bon été. J'espère que vous allez pouvoir prendre de belles vacances, pour la plupart en Suisse, comme on n'arrête pas de nous le rappeler et de nous le demander. Et au plaisir de vous revoir ou vous entendre le 8 septembre.